Amen. Merci beaucoup. Merci pour la contribution. Donc, d'entrée de jeu, pourquoi je demande ça? Parce que c'est bien de savoir vraiment pourquoi dans ton cœur tu veux te marier. Et donc, si tu as déjà le désir de te marier, ça veut dire que tu fais bien d'être dans cette formation parce qu'on va parler du fait de avant de se marier. Très souvent, en fait, plusieurs personnes ne considèrent pas la préparation comme primordiale. Ils se disent, il suffit de rencontrer la personne et après, dès que tu as rencontré la bonne personne, tout va fonctionner. Non, c'est pas vrai. Tu peux rencontrer la bonne personne et ça ne fonctionne pas. Parce qu'il y a manque de préparation, parce qu'il y a plusieurs ingrédients qui rentrent en compte. Et donc, aujourd'hui, pour la formation, j'aimerais que tu puisses avoir, bon, toutes les personnes connectées, vous puissiez avoir à l'esprit un gâteau. Un beau gâteau avec une cerise au-dessus. Mais tout ce qui constitue justement pour que la cerise arrive sur le gâteau, il y a un gâteau qui doit être fait. Et le gâteau, il est constitué de plusieurs ingrédients. Il y a la préparation, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Il y a la préparation donc des ingrédients, il y a le mélange. Ensuite, dès qu'il y a le mélange qui est fait, il y a le fait de le mettre dans un moule, il y a le fait de le mettre dans le four, il y a la chaleur qui arrive, il y a le fait que la pâte monte, que le gâteau sorte, qu'il y a les belles décorations et bim, il y a la cerise sur le gâteau. Les sentiments qu'on ressent, par exemple, lorsqu'on rencontre quelqu'un, c'est cette cerise-là qui est sur le gâteau. Mais donc, le mariage, c'est tout la préparation, c'est tout le gâteau autour. Et donc, si tu as cette image ce soir, si tu es d'accord, donc même moi, je fais juste ça en pouce et on va rentrer dans tout ce qui est préparation avant le mariage. Qu'est-ce qu'il faut savoir avant de se marier? Premièrement, ce que j'ai noté, c'est qu'il faut d'abord se connaître. Et il faut que tu te connaisses avant de pouvoir rentrer dans une relation. Peu importe la relation d'abord, mais il faut d'abord se connaître, connaître son identité pour ne pas que tu te donnes en fait à tout le monde et que tu testes tout le monde pour savoir qui est bien avec moi, qui n'est pas bien avec moi. Et finalement, tu vas te laisser définir par les gens que tu vas rencontrer. Tu vas rencontrer par exemple un pervers narcissique ou bien une personne qui est toxique. Tu vas te dire, ah, c'est peut-être ça que je vaux. Peut-être que la personne doit être dure avec moi, la personne doit me rabaisser tous les jours, la personne ci, la personne ça. Quand tu ne te connais pas, en fait, tu laisses que les autres puissent te définir. Donc, en fait, tu es ballotté à chaque fois et tu ne sais pas finalement qui tu es et tu vis ça très mal. C'est pour ça que plusieurs personnes, aujourd'hui, refusent même encore aujourd'hui d'avoir des relations parce qu'elles ont été blessées. Et très souvent, quand on se sent blessé dans une relation, c'est parce qu'au départ, on n'a pas su qui on était et on s'est mis dans une relation au hasard, sur un bon feeling. Comme je dis, les sentiments, rappelle-toi, c'est juste la cerise qui est sur le gâteau. Donc, il faut te connaître, il faut connaître qui tu es. Quelle est ta vision personnelle avant d'avoir une vision commune avec ton futur, avec ton mari? Il faut que tu aies une vision personnelle. Quels sont tes objectifs? Quels sont tes rêves? Quelle est ta passion? Qu'est-ce qui fait que ton cœur brûle? Qu'est-ce qui fait que tu peux rester éveillé le soir en train de pouvoir réfléchir à ce que Dieu a mis dans ton cœur, que tu dois accomplir? Quel est ton destin? Tout ça, en fait, tu dois réaliser que tu dois connaître toutes ces choses avant de te marier et avant de te mettre dans une relation. Ça doit être déjà clair. Quelles sont tes valeurs? Quelles sont les valeurs qui te définissent le mieux? Quelles sont les choses que tu ne peux pas accepter lorsque tu es dans une relation? Vous savez, chacun de nous, on a un mode d'emploi. Mon mode d'emploi de fonctionnement n'est pas le même que Alice ou de Mélissa. Donc, chacun de nous devons savoir qu'est-ce qu'on supporte, qu'est-ce qu'on ne supporte pas, notre mode d'emploi. C'est important de se connaître avant de se mettre en relation. Donc, je disais, ta vision personnelle avant d'avoir une vision commune avec ton mari ou avec ta femme, tes objectifs, tes rêves, ta passion. Ça, c'est important au départ. Je rappelle que si vous avez des questions, vous pouvez noter et vous pouvez soit écrire dans le chat et moi, je les vois et puis au fur et à mesure, je réponds ou juste lever la main et vous prenez la parole, vous posez des questions. Ou bien de les noter et je vais y répondre à la fin. La deuxième chose que tu dois te demander avant de te marier, qu'est-ce que tu recherches chez ton futur époux? Très souvent, les gens vont s'arrêter à l'apparence. Moi, je veux qu'il soit grand, je veux qu'il ait 1m75, je veux qu'il ait des muscles, je veux qu'il ait des tablettes de chocolat, je veux qu'il soit métis, je veux qu'il soit blanc, je veux qu'il soit noir, je veux qu'il ait de l'argent, je veux... Hein? Tu dis? En fait, qu'il soit grand, voilà. En fait, il y a plusieurs critères. Je ne dis pas que ces critères ne sont pas importants. Chacun choisit la taille de son gâteau. C'est normal.
Maintenant, j'aimerais aller un peu plus en profondeur, dépasser un peu plus l'apparence. Même Dieu, quand il parle à Samuel, quand il doit oindre le prochain roi, il dit que l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais moi je regarde au cœur. Tu dois dépasser l'apparence de ton futur époux. C'est important, mais tu dois dépasser l'apparence. Tu dois aller un peu plus en profondeur. Qu'est-ce que tu recherches en termes de valeur chez ton futur époux? Qu'est-ce que tu recherches en termes de caractère? Et à la fin, tu peux maintenant mettre le physique. Mais les valeurs, le caractère, la vision, ce qui le définit est vraiment important. Il faut que tu le saches avant de te marier. Donc, qu'est-ce que tu recherches? Il faut que tu fasses une liste. Et ne lésine pas sur la liste. Tu peux écrire tout ce que tu recherches. J'ai compris une vérité spirituelle. C'est que lorsqu'on écrit, quand le Seigneur même dit à Habakkuk d'écrire, lorsqu'on écrit, en fait, ça emmène les entités spirituelles à travailler sur ce que tu as écrit. Donc, écris. En fait, ne te retiens pas d'écrire. Si tu veux un mari, par exemple, qui prie, je sais pas, je donne un exemple pour rigoler, mais 10 heures par jour, tu peux écrire sur ta liste, je cherche un mari qui prie 10 heures par jour. Ne te lésine pas. Pourquoi je le dis? Parce que c'est important que la vision qui est dans ton cœur puisse sortir et que tu puisses l'écrire, que tu puisses la voir avec tes yeux et que tu puisses lire et prier dessus. C'est très important. Donc, au stade où on est au deuxième point, écris les valeurs que tu recherches, le caractère que tu recherches chez ton futur époux. On avance. Le mariage, ce qu'il faut savoir avant de se marier, c'est que le mariage n'est pas fait pour les personnes égoïstes. Le mariage n'est pas fait pour les personnes qui ne sont pas matures et les personnes égoïstes. Lorsqu'on rentre dans le mariage, ton moi, l'égoïsme c'est quoi? Je vais même parler de l'ego. L'ego c'est l'image que chacun de nous se fait. L'ego n'a aucune empathie, l'ego ne pense qu'à lui. Donc le mariage n'est pas fait pour les gens qui ne pensent que moi je veux ça, moi je dois avoir ça, moi je veux ceci, mon mari doit faire ci pour moi, mon mari doit faire ça, moi. En fait, dans le mariage, il faut savoir ça, le moi meurt. Il n'y a plus moi en fait. Le moi meurt, c'est maintenant nous. On parle en termes de nous, on parle en termes de communion, on parle en termes d'association et de partenariat. C'est le nous, c'est plus le moi. Et il faut comprendre que dans le mariage, il y a la notion du don de soi. Le don de soi, c'est qu'est-ce que je peux faire pour lui? Qu'est-ce que je peux faire pour rendre la vie plus facile, par exemple, à ce niveau-là? Maman Viviane a dit tout à l'heure, j'ai encore dit Viviane, pardon, c'est Viviane, a dit tout à l'heure que quand Dieu a créé l'homme, il a trouvé bon de dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il lui fera une aide semblable. Le souci avec cette phrase-là, les gens ils pensent que non, moi, surtout les femmes, quand je rentre dans le mariage, moi, en fait, elles restent dans leur tête indépendante, alors qu'il faut penser que ta mission aussi, avec ton mari, avant de te marier, il faut que tu intègres ça, c'est que tu dois être une aide. Donc, tu dois penser au don de toi, tu dois te donner pour être une aide, pour pouvoir bâtir ton foyer. La Bible dit la femme sage bâtit son foyer. Donc en fait c'est vrai que c'est l'homme qui est le chef de famille, mais celle qui bâtit le foyer c'est la femme. Donc c'est le don de soi. Qu'est-ce que tu peux faire pour bâtir? Qu'est-ce que tu peux faire pour aider? Qu'est-ce que tu peux faire pour rendre agréable à la maison? Qu'est-ce que tu peux faire pour que l'atmosphère reste dans la paix, dans la sécurité? C'est toi qui bâtis, c'est entre tes mains. Donc il faut comprendre que dans le mariage ce n'est pas pour les égoïstes, c'est pour les personnes qui ont tué le moi en elles. Surtout au niveau des femmes, j'insiste dessus, surtout les femmes. Le moi doit être tué, l'ego doit être tué, c'est plus moi, c'est nous. Et il faut penser en fait au bien commun. Le bien commun, c'est dire, en fait, tu peux plus dire quand tu es marié que si par exemple ton mari a des difficultés financières, tu dis à ton mari, non, tu te débrouilles, hein. L'argent que je gagne, c'est mon argent. Non, il n'y a plus ça dans le mariage. C'est le bien commun. Vous devez réfléchir ensemble. Tu dois mettre sur la table ce que tu gagnes et mettre ça ensemble. C'est ton partenaire. Et il y a une pensée par rapport à tout ce que je reçois sur la voie des relations, les couples qui parlent ou bien les témoignages. Les gens, ils pensent à un moment donné que dans le mariage, le mari devient comme une compétition. C'est comme une compétition entre hommes et femmes. Qui gagne le plus, qui peut faire ci, qui peut faire ça. Ça devient même comme un champ de bataille.
Le mariage n'est pas un champ de bataille, il faut le savoir. Même s'il y a des incompréhensions, même s'il y a des conflits, le mariage n'est pas un champ de bataille. Ton mari n'est pas ton ennemi. Et les femmes, j'insiste encore, sur le fait que très souvent, on va aller directement au front, comme si on veut se battre avec nos mots contre notre mari. Non, ton mari n'est pas ton ennemi. Il est ton partenaire. Quand bien même il y a des difficultés, quand bien même il y a des incompréhensions ou bien des disputes, dans la dispute, vous pouvez encore être à deux pour régler ça. Parce qu'il faut fixer le regard sur le problème et pas sur la personne. On ne remet pas en cause la personne, mais on cherche une solution pour réparer le problème. Et c'est ça qu'il faut intégrer. Il faut te dire que ton mari n'est pas ton ennemi. Ton mari n'est pas... vous n'êtes pas sur un terrain de boxe pour savoir qui va battre l'autre. Quand je parle de terrain de boxe, ça peut être au niveau professionnel. Je cherche un travail mieux payé pour mon mari. Comme ça, tu penses que tu peux monter sur lui. Non, il n'y a plus ça dans le mariage. Chacun doit être à sa place. Tu dois savoir qu'avant de te marier, le mari, qu'il ait un travail mieux payé ou moins payé que le tien, il reste le chef de famille. Chacun doit avoir sa place. Pour qu'un mariage fonctionne, chacun doit rester à sa place. Le mari est le chef de famille, comme la Bible nous l'enseigne. Et la femme, elle est soumise. Et c'est elle qui bâtit. Donc vraiment, reste à ta place de bâtir le foyer. Il faut dans le mariage, quand je parle que le mariage n'est pas pour les égoïstes, il faut intégrer la notion selon laquelle il faut accepter les critiques constructives pour que le couple puisse être mieux bâti. Il faut savoir qu'il y aura des critiques. Ton mari va te dire des choses qui vont peut-être heurter ton ego, mais tu dois pouvoir apprendre à accepter ça. Donc c'est pour ça que j'ai parlé dans le premier point de travailler sur toi. Il faut que tu apprennes à accepter les critiques. Il faut que tu apprennes à te dire qu'il n'y a pas d'indépendance dans le mariage. C'est de l'interdépendance. C'est pas de l'indépendance. Tu n'es pas seul dans un mariage. Un mariage est fait avec deux personnes. Et si à un moment donné, si tu pensais que non, dans le mariage, je veux être indépendante, de toute façon, je veux faire ci. Non, c'est de l'interdépendance. Donc là, avant de te marier, dis-toi que dans le mariage, c'est de l'interdépendance et ce n'est pas de l'indépendance. Ou bien c'est pas aussi que c'est pas la dépendance. Tu ne dépends pas, mais vous êtes interdépendants. Lui, il dépend de toi comme toi, tu dépends de lui. C'est important d'intégrer cette notion. Mais c'est bien pour celles qui peuvent de mettre les caméras, au lieu que je parle au nom de iPhone, que je vois les visages. C'est possible, c'est possible. C'est pas une obligation. C'est possible. Alors, on continue. Donc, le troisième point, c'est avoir une relation personnelle avec Dieu avant de te marier. En fait, tu dois intégrer que Dieu doit être ta source. C'est en lui que tu puisses ta paix, ta joie, ta force. C'est en Dieu. Et il faut savoir que quand tu n'as pas de relation personnelle et profonde avec Christ avant le mariage, tu risques en fait d'attendre de ton mari qu'il soit la source de ta paix, de ta joie, de ton bonheur et de ta force. Il peut l'être à un moment donné. Mais à un moment donné, parfois, il ne sera même pas disponible pour te donner la paix que tu recherches. Et là, tu vas commencer à être dépressive, tu vas commencer à être triste parce que ton mari ne peut pas t'accorder ce que tu attends. Alors que si tu as une relation personnelle avec Christ avant de te marier, peu importe ce qui va se passer dans ton foyer, peu importe les difficultés que vous allez rencontrer ensemble, ta paix, ta joie va être en Christ, lui qui ne bouge pas, lui qui n'a pas d'ombre de variation en fait. Donc là, quand tu es connecté à Christ, là, quand tu es connecté à lui, ta paix, ta joie va toujours demeurer. Ce ne sera pas sur un homme, parce que l'homme peut varier. C'est-à-dire, à un moment donné, il va te donner autant d'amour et à un moment donné, il te donnera moins. Le réservoir de paix qu'il pourra remplir chaque jour, parfois il ne va pas remplir. Mais si ta paix est en Christ ou celui qui n'a pas d'homme, qui ne change pas, tu auras toujours ta source avec toi. Donc, il est important d'avoir une relation personnelle avec Christ, une relation profonde avec le Seigneur avant de se marier. La raison pour laquelle au départ, je disais que le mariage n'est pas pour les égoïstes, n'est pas pour les enfants. Le mariage est fait pour les personnes matures déjà. Donc, c'est important que tu aies une relation personnelle avec Christ. Tu es ancré en lui, que peu importe les vents qui vont souffler, peu importe les tempêtes, tu es fondé sur Christ. Et ce sera ton assurance de paix, de joie, de bonheur et de force
dans ton foyer. C'est important. La Bible dit, 2 personnes marchent-elles ensemble sans s'être mis d'accord. C'est la raison pour laquelle il faut se mettre d'accord. D'accord, ça va m'emmener au prochain point. D'accord sur quoi? Tadam. Ça, c'est la partie où peut-être que tu as rencontré quelqu'un, il faut que vous soyez d'accord. Et l'une des choses à retenir, c'est que si vous n'êtes pas d'accord avant de vous marier, ne pense pas que dans le mariage, sa position va changer. Ça, c'est un mensonge que tu vas croire que non, peut-être que là, il n'est pas d'accord, mais dans le mariage, il va être d'accord. C'est pas vrai. Pourquoi avant, il n'a pas été d'accord? Pourquoi tu penses qu'après le mariage, il sera d'accord? C'est important d'avoir cette notion-là avant de te marier. Je reviens sur mon 4e point. Il y a 2 étapes dans l'amour. Premièrement, on est amoureux. Deuxièmement, il y a la volonté d'aimer pour la vie. Et donc, il y a cette notion de se dire, il y a le coup de foudre. Tu rencontres la personne, ton cœur est rempli. Il y a les papillons qui montent dans ton ventre. Vous voulez parler au téléphone. En fait, il y a plusieurs choses. Le sentiment amoureux, il est important. Rappelle-toi que le sentiment amoureux, comme je disais, c'est la cerise sur le gâteau. Mais c'est pas le sentiment amoureux qui va faire tout le gâteau. C'est ce que je disais au départ, gardez ça en tête. Et comme on le dit, et c'est ce que je veux à chaque fois dire aux personnes qui me posent la question, le fait d'aimer, le fait d'être amoureux n'est pas suffisant pour pouvoir bâtir un foyer heureux, pour pouvoir bâtir un mariage satisfaisant. C'est la volonté d'aimer pour la vie. Il faut être conscient, premièrement, que chacun a grandi dans un contexte différent. C'est pour ça que je dis qu'il faut se mettre d'accord au départ. On a grandi dans des contextes différents. Si vous n'arrivez pas à être d'accord sur les valeurs, sur les principes, sur le caractère, sur la vision du mariage que vous avez, sur la destination que vous voulez avoir en tant que marié, sur la vision du couple, sur la destinée commune du couple, si vous n'êtes pas d'accord avant, et ça se passe avant le mariage, ne te dis pas qu'après il va changer. S'il n'est pas d'accord d'aller à l'église tous les dimanches, il te dit que le dimanche c'est fait pour aller à la plage et pour aller au restaurant ou bien pour pouvoir se reposer, et que toi dans ton esprit tu te dis que non, moi je dois aller à l'église, etc. Si vous n'êtes pas d'accord avant le mariage, dis-toi que dans le mariage il aura la même vision en fait. Il faut se mettre d'accord avant sur les principes qui vont bâtir votre futur foyer, et ça c'est important. Le caractère a été brisé. La Bible parle du fer qui aiguise le fer. On s'est aiguisé, on a été vrai, on s'est aiguisé pour se mettre d'accord avant de se marier. Ça a pris 3 ans. Ça a vraiment pris 3 ans. Je n'ai jamais vécu avec lui avant. On n'a jamais eu de rapport sexuel avant le mariage. On a gardé les valeurs de la Bible. Et ça, c'est important. On était bâtis sur les valeurs de la parole de Dieu. Mais on se disputait. Pourquoi? Parce que c'était important de se mettre d'accord. N'ayez pas peur des conflits. Dans le conflit, en vrai, ce qui fait peur, c'est parce que tu as l'impression que tu vas en fait détester l'autre. Tu vas en fait tu vas te dire, mais pour moi je me dispute tout le temps avec lui. Ça ne sert à rien. Non, pas du tout. Si tu prends le conflit d'une autre manière, tu vas réaliser que le conflit, il est là pour pouvoir vous aiguiser. Et ce n'est pas la personne qui est remise en cause, c'est le sujet. Donc vous devez trouver une solution pour être d'accord sur le sujet de votre conflit. Mais ce n'est pas la personne le problème, c'est le sujet qui est le problème. Donc ça, c'est important de réaliser cela. L'amour ne suffit pas pour bâtir un mariage satisfaisant. Il faut être d'accord sur la vision et la destinée du couple avant de se marier. Ah oui, l'amour ne suffit pas. Aimer ou être amoureux ne suffit pas pour bâtir un mariage satisfaisant. Il faut être... En fait, c'est la volonté d'aimer pour la vie. En fait, aimer pour la vie, c'est un choix. Les sentiments amoureux, quand tu tombes amoureux, etc., c'est un coup de foudre. Voilà, c'est là. Après, tu choisis d'aimer la personne. Tu fais le choix de l'aimer pour la vie. Non, on aime malgré. On n'aime pas parce que. Et c'est un choix qu'on fait. Et comme je disais, tu sais, l'amour, c'est un choix de toute façon. Et dès que... Voilà, quand tu rentres dans le mariage avec l'euphorie que vous avez, vous n'avez pas encore vécu ensemble, vous ne savez pas comment vous allez être dans le couple, comment ça va clasher, comment vous allez vous mettre d'accord. Tu n'aimes pas quand il laisse les chaussettes par-ci, tu n'aimes pas qu'il ne débarrasse pas son assiette, pourquoi il va te donner l'assiette. En fait, il y a des détails qui vont rentrer en compte. Ça fait que si tu te maries sur la base des sentiments et de la paix, entre guillemets, qui t'apporte au quotidien, et que là, quand tu rentres dans le mariage, tu rencontres que des difficultés, ils t'énervent, etc. Si c'est sur cette base-là, les sentiments diminuent. En fait, les sentiments, c'est comme les émotions. C'est comme un mouvement.
Ça vient, ça part, ça vient, ça part. Mais à un moment donné, quand tu as fait le choix que c'est lui, à cause justement de ce qu'on a dit avant, les valeurs, la vision, etc., tu te dis que à cause de sa personnalité, à cause de là où vous voulez aller, le destin est plus important que les émotions que tu as ressenties du fait qu'il t'énerve. C'est plus important. C'est pour ça que je parle de choix. Et quand tu réalises qu'en fait, c'est son caractère, il peut progresser, tu lui dis. Et c'est pour ça que je parle de transparence. Tu dis, écoute, je sais pas, il va s'appeler Richard. Richard, là, aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression que tu te laisses aller dans le sens où là, ce que tu fais là, essaie d'arranger ça. Moi, j'aime pas quand ça traîne comme ça. Est-ce que tu peux, le fait de débarrasser ton assiette, est-ce que tu peux l'emmener à la cuisine? Ça, il peut le changer. C'est pas comme si elle te dit, ah non, 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 moi, je suis déjà mariée. Tu fais comme, moi, je fais comme je veux. Tu fais comme, non, 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 vous n'êtes pas mis d'accord par rapport à ça. Et c'est là que tu peux lui dire que là, moi, j'aime pas ce genre d'attitude. Il peut changer, il peut progresser. Et il pourra aussi te faire les remarques. Mais ça, là, ce genre d'atmosphère-là ne doivent pas remettre en question le choix que tu as fait de l'aimer. Parce que c'est le caractère, c'est la vie quotidienne, il y a des confrontations. Et il y a des jours aussi où il sera tellement aimant. Il va t'emmener au restaurant, je sais pas, vous allez sortir, il va t'offrir des choses, tu vas dire waouh, mais quelle atmosphère, là tu seras contente. Mais le jour où il ne va pas vouloir débarrasser et faire ci, tu vas te dire mais tous les jours, en fait tu m'énerves, tu m'énerves, je n'ai pas envie de te voir. Et ça va arriver, hein. Tu sais, ça fait 12 ans que je suis mariée. Je ne peux pas te dire que ça fait 12 ans que tous les jours je dis ah mon mari je t'aime. Non, pas du tout. Il y a des jours où tu es là, tu te dis purée, il me saoule en fait. Il m'énerve, mais je n'ai pas remis en cause le choix que j'ai fait de l'épouser parce que c'était au niveau de son caractère qui peut évoluer, qui peut être changé. Et c'est là que je dis, la personne ne doit pas être le problème au sens propre du terme. La personne ne doit pas être remise en question, mais c'est son caractère. Et c'est là que vous devez vous aiguiser, que tu dois parler, dire j'aime pas ça. Tu dois travailler ça. Lui aussi peut te dire. Donc tu vas travailler sur toi. Il y aura du brisement. Il y aura de l'ego qui sera brisé, etc. Donc là, c'est un travail que vous faites ensemble pour arriver à vivre de façon harmonieuse et dans la paix. Mais ça, c'est un travail quotidien. Je veux te dire que c'est tous les jours. Il y a un truc qui va t'énerver, tu le dis. Mais il faut choisir ses mots. Il faut parler avec douceur. Et tu dois te dire aussi que ce que tu dis à l'autre, en fait, c'est dans l'intérêt du couple. C'est pas forcément quelque chose, un désir que tu veux assouvir en toi. Comme je disais, il n'y a plus de moi, en fait. C'est le penser au bien commun. Tu vas lui dire que par rapport à l'atmosphère de la maison, l'attitude que tu as de rentrer tous les jours à 1 h du matin, ça ne va pas. Il va régler son horloge. Ou bien par rapport au travail, tu dis non, tu rentres trop tard en fait. Tu rentres tous les jours à 20 h, ça ne va pas. Est-ce qu'au niveau du travail, tu peux arranger? Il va te dire, ok, je peux arranger. À ce moment-là, tu dis, moi, j'aimerais que tu sois à la maison à 19 h. Et il peut faire l'effort d'être à la maison à 19 h s'il n'a pas d'impératif. C'est des choses au quotidien qu'on essaie d'arranger. Je ne sais pas si je réponds à ta question. D'accord. Je t'en prie, c'est normal. Je suis là pour ça, donc posez des questions si vous en avez. Alors, je voulais arriver à un point, on est dans la partie conseil maintenant. Il reste, voilà, deux, trois choses à voir avant les questions. Le pardon, c'est quelque chose qui revient. Le pardon dans le couple, c'est très important. Il faut que tu saches avant de te marier que tu vas devoir pardonner. Pardonner. Le pardon n'est pas un sentiment. On ne sent pas de pardonner. Parce que parfois, même quand tu acceptes de pardonner, la blessure est encore ouverte, ton cœur chauffe encore tellement, mais tu prends la décision de pardonner. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme je disais au départ, il faut que tu intègres que ton futur conjoint ou ton futur mari n'est pas ton ennemi. Donc, ça fait que le fait qu'il ait des forces, il a aussi des faiblesses, il a aussi des points à améliorer, il a aussi des défauts. Donc, il faut que tu acceptes que la personne que tu vas épouser avant de te marier n'est pas parfaite. Ça n'existe pas d'ailleurs. De la même manière que toi, tu n'es pas parfaite, ton futur mari n'est pas parfait. Il faut que tu acceptes qu'il n'est pas parfait. C'est la raison pour laquelle il va y avoir des choses qui vont se passer dans le foyer. Comme je dis, c'est vraiment chacun sa pièce de gâteau. Ça se fait avec les ingrédients. Dans ces ingrédients-là, l'un des ingrédients le plus important, c'est le pardon. Il faut pardonner. Il faut accepter qu'il y a des choses qui vont arriver, qui vont tellement te faire mal, qu'il va falloir que tu pardonnes pour pouvoir continuer à bâtir
ton couple, ton foyer et accomplir la destinée commune que Dieu a mis par rapport à votre foyer. Donc, après le pardon, il faut parler d'argent. Aujourd'hui, on voit plein de choses sur les réseaux sociaux, comme quoi mon futur mari, mon mari doit me donner l'argent. En tant que femme, il y a plein de choses dessus qui reviennent. Et parfois, je lis, je souris, je me dis, ok. Et que s'il ne me donne pas l'argent, c'est pas le genre que je veux. S'il n'a pas l'argent, c'est pas... Non, en fait, je suis là, je lis, ok. Moi, quand je me suis mariée, par exemple, avec mon mari, moi, je venais de finir mes études. Lui aussi, il venait de commencer à travailler à la banque. Moi aussi, je commençais à chercher un travail. J'ai soutenu en septembre, je me suis mariée en avril. Il n'y avait pas... En fait, quand on a une vision avec une personne, si la personne n'a pas encore... Si les éléments qu'elle n'a pas, c'est l'argent, il ne faut pas te dire que si la personne n'a pas l'argent, ça veut dire que toute sa vie, elle ne va pas avoir l'argent. C'est c'est la manière de voir les choses, la vision. Qu'est-ce que Dieu a mis dans votre cœur ensemble? Et tu sais que vous allez bâtir. Comme je disais, c'est la femme qui bâtit. Donc, l'argent ne doit pas être un problème. Vous devez pouvoir être d'accord de gérer l'argent, gérer le budget mensuel. Vous ne devez pas avoir peur de parler de l'argent. Comment lui, il gère le budget, comment il gère son argent, comment tu gères ton argent et comment vous voulez mettre ça ensemble pour pouvoir bâtir votre foyer au niveau financier. Parler d'argent. Parler d'argent n'est pas un péché. Parler d'argent ou de budget, ce n'est pas un péché. Il faut pouvoir le faire. Ok. Déjà, il faut savoir que les points que je donne, c'est vraiment des conseils avant le mariage. Avant même que tu aies rencontré la personne, il faut que tu saches que vous allez parler aussi d'argent. À se connaître et dans l'apprentissage à se connaître, parler d'argent ne fait pas de toi un matérialiste ou une matérialiste. Ça fait partie des ingrédients qui forment le mariage. Pourquoi tu ne veux pas parler d'argent? En fait, l'argent est comme tabou. Et donc, quand tu parles de ça, on te juge. Non, ça n'a rien à voir. Aussi bien que ton mari et l'argent, aussi bien comme le pardon, comme le sexe, comme les relations sexuelles, comme le fait d'aller à l'église, tout ça, ce sont des ingrédients qui font qui préparent au mariage. Donc, à quel moment? C'est quand tu apprends à connaître la personne, c'est pas non plus dès le premier jour. Au fait, tu gères ton argent comment? Non, c'est qu'en fait, tu sais maintenant que vous vous êtes mis d'accord pour marcher ensemble. À ce moment, quand vous êtes mis d'accord, c'est pas encore au niveau de là où il te fait la cour, il essaie de te connecter avec toi. Non, vous êtes déjà connectés, vous vous êtes mis d'accord pour apprendre à vous connaître et pour marcher ensemble. Donc là, pour comprendre la vision de vie qu'il a, la façon dont il gère ses finances, ou bien la façon dont il voit la vie, c'est à ce moment-là, quand vous commencez à marcher ensemble, peut-être de connaître la personne, de savoir comment elle réfléchit, etc. Tu poses la question. C'est même pas un tabou, en fait. Et il faut qu'on soit délivré de ça, surtout au niveau des chrétiens. Parler d'argent est un problème. Alors que non, c'est pas un problème. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Donc, si l'or et l'argent lui appartiennent, quand il parle de... C'est-à-dire, en fait, il faut vraiment qu'on démystifie l'argent. L'argent n'est pas un problème. Et c'est l'une des raisons de divorce aujourd'hui, même au niveau européen, c'est l'argent. Pourquoi? Parce que les gens, au départ, avant même de se fiancer, ne parlent pas d'argent. Ils sont comme réfractaire à mettre le sujet sur la table lorsque tu veux apprendre à connaître quelqu'un. Et c'est là quand tu rentres dans le mariage que tu vois que lui te dit que mon argent c'est mon argent. Voilà, on divise les factures. Moi je paye que ça, toi tu payes que ça. Il y a plein de conflits qui se créent autour de ça, alors que si au départ vous parlez de la vision de comment il gère son budget, qu'est-ce qui est pour lui important dans l'argent, c'est ça en fait. Je crois que Mélissa a levé la main. Ça... Bon, je vais répondre à tes deux questions. Premièrement, quand tu rencontres quelqu'un, c'est ce que je disais au départ, vous venez de deux backgrounds différents. Ça veut dire que toi, tu as acquis des choses peut-être beaucoup plus que l'autre. Et c'est à toi de pouvoir exprimer genre ta vision quand vous apprenez à vous connaître, vous apprenez à vous mettre ensemble. Donc tu vas partager tout ce que tu as appris, etc. Tu donnes les valeurs, les croyances, la vision que tu as de la vie, etc. Donc tu mets ça sur la table. Et vous discutez. À ce moment, tu vas jauger. Tu vas dire, ah, mais toi, tu considères ça comment? Et là, la personne t'explique en fait comment elle considère les choses, comment elle voit les choses. Tu as la responsabilité, comme tu as la connaissance, de la partager. Et de dire en fait, voilà comment moi je vois les choses et voilà comment la Bible aussi dit. Et donc, on essaie de se mettre en fait d'accord sur ces valeurs-là. C'est la raison pour laquelle il y a cette période de préparation. Avant de se marier, avant même d'arriver aux fiançailles, même dans les fiançailles, vous continuez à vous préparer.
quand tu parles, et c'est bien d'avoir aussi un suivi au niveau de votre église, de vos responsables ou de votre pasteur, d'être suivi aussi. Parce que vous allez avoir des rendez-vous de préparation au mariage. Je ne sais pas si ça se fait, peut-être il y a certaines assemblées qui le font. Lorsqu'il y a des gens qui se mettent ensemble, ils ont des rendez-vous de préparation au mariage. La question de dire bien commun ou bien réduit aux acquis, comme tu dis, c'est vraiment une question personnelle. Dans le sens où, quand vous allez être suivi, par exemple, avec vos responsables ou vos pasteurs, à ce moment, tu peux exprimer ça. Il y a des gens que je connais qui ont fait séparation de biens. Ils sont chrétiens parce qu'il y a une histoire de société, d'entreprise, ou si ils font, pour limiter en fait les dégâts en griffe, si jamais la société tombe en ruine, ça fait que ça ne touche pas au bien de l'homme ou au bien de la femme. Donc ils ont choisi ce régime-là et c'est très personnel. C'est des raisons qui étaient vraiment très personnelles. Donc moi, je ne dirais pas que c'est bien ou ce n'est pas bien. Ça dépend vraiment de la vision que vous avez en commun et de se dire, est-ce que vous êtes d'accord de le faire ou de ne pas faire? Est-ce que tu es capable, etc. Vous vous posez des questions, vous essayez de vous jauger et soyez transparent et vrai l'un avec l'autre. S'il est d'accord de se dire, ok, je vais travailler sur la gestion de l'argent, par exemple, c'est toi qui vas avoir la gestion du budget mensuel. Quand les salaires tombent dans le compte commun, si vous avez un compte commun, c'est toi qui donnes l'argent pour dire, c'est la femme qui gère, dire, bon, voilà les 500 000, on paye ça, 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 ça. Voilà par exemple l'argent que tu peux prendre, c'est 200 000 pour ce mois. Donc tu as ce budget-là. Si vous vous mettez d'accord pour pouvoir l'aider à gérer l'argent et que c'est toi qui donne, vous vous mettez d'accord sur les montants, ok. C'est vraiment très personnel et je ne dirais pas qu'il y a une bonne méthode et il y a une mauvaise méthode. Mais c'est vraiment le fait de se mettre d'accord ensemble. D'accord? Et c'est très important. Même vous pourrez poser la question aussi à vos pasteurs, c'est très important de se mettre d'accord ensemble. C'est toujours autour de la communication. Ça se passe toujours autour de la communication. Tu quittes la Bible et vraiment, c'est très profond ce passage. L'homme quittera son père et sa mère. Ça veut dire qu'il quitte des liens. C'est la première relation qu'il a eue quand il est arrivé sur terre. Quand on accouche un enfant, la première relation que l'enfant a, c'est avec son père et sa mère. Donc, il grandit avec ces deux modèles devant ses yeux. Il grandit en ayant conscience des liens qui le lient à son père et à sa mère. Et là, tu te rends compte que à ce moment-là, la Bible dit qu'il quitte. Quitter, c'est pas seulement partir de la maison. Quitter, c'est pas seulement partir du cocon familial. Quitter, c'est même, en fait, c'est des liens. C'est pas comme si la Bible dit, n'aime plus ton père et ta mère. Il continue à honorer son père et sa mère. Mais il quitte, pourquoi? Parce que c'est tellement important de comprendre que lorsque tu veux te marier, c'est pas que tu prends les bagages que tu avais ici, là, bam, tu ramènes le bagage ici et tu dis que c'est comme ça. Non, parce que l'autre aussi a des bagages, elle ramène les bagages, c'est comme ça, elle dit c'est comme ça. Là, vous vous entendez pas en fait. Il n'y a aucune entente qui va être possible à ce moment. Aucune entente. Il faut se dire, ok, j'avais ça ici et l'autre, et toi j'avais ça là. Comment on fait pour que les deux se fusionnent pour pouvoir bâtir ça? Comment on fait pour que les deux choses-là fusionnent, pardon, pour bâtir ça? À ce moment, c'est là tout l'intérêt de la préparation, tout l'intérêt de la maturité, tout l'intérêt de la prière, tout l'intérêt d'avoir ce temps de préparation avant le mariage. Moi, je donne des choses très générales, mais à un moment donné, il y a des choses qui sont très personnelles. Si tu vois que dans ta liste, il y a des choses, tu sais que tu peux faire des compromis, mais là, comme par exemple, tu te dis, moi, je veux épouser un chrétien. Si tu sens qu'il y a un non-chrétien qui vient vers toi et qu'il répond peut-être à 90% de tes critères, mais aux critères du fait qu'il ne soit pas chrétien, et tu te dis, oh, pourtant il répond à tout ça, mais il n'est pas chrétien, et tu sais que ce critère-là, tu ne peux pas lésigner, tu ne vas pas l'épouser parce qu'il n'est pas chrétien. Pourtant, il répond à 95% de ta liste, on va dire, en termes de valeur, de caractère, en termes de waouh, il sait s'occuper d'un foyer, il est posé, il est mature, il a tout ça. S'il n'est pas chrétien, il est non-croyant, tu ne vas pas l'épouser. C'est comme ça que tu peux déterminer comment tu vas agir s'il y a des critères où tu sens qu'on ne peut pas changer, la personne ne veut pas entendre, ou toi tu sais que tu ne peux pas passer outre.
à ce moment-là, c'est très personnel. Dans ta liste et dans ton cœur. Mais il y a forcément des critères. Le fait que là, on soit sur une plateforme chrétienne, on est consciente que lorsqu'on se marie avec des chrétiens et on ne se marie pas pour divorcer. Ok, voilà. Le sexe. Il faut savoir qu'avant de te marier, on n'a pas de rapport sexuel par rapport à ce que la Bible dit. Le rapport sexuel est défini par la Bible en disant que le rapport sexuel est dans le cadre du mariage. Les rapports sexuels sont dans le cadre du mariage. Et dans le cadre du mariage, c'est là que vous allez jouir de tout l'épanouissement sexuel que vous pouvez avoir avec votre conjoint. Et pas avant. Donc ça fait que dans le fait que tu rencontres la personne, vous marchez ensemble, vous apprenez à vous connaître, vous arrivez aux fiançailles. S'il te demande d'avoir des rapports sexuels, ça fait partie des valeurs. Il doit connaître les valeurs aussi de la parole de Dieu parce qu'il est chrétien. Donc il n'y a pas de sexe avant le mariage. Ça c'est important de le noter. Même si parfois ça brûle. Même Paul disait ça, si ça brûle, mariez-vous. Mais il ne faut pas, en fait, le sexe est fait pour être dans le cadre du mariage et pas en dehors du mariage. Et avec son mari, et donc ton corps devient la propriété en griffe de ton mari et le corps de ton mari devient ta propriété. Ça veut dire que dans le mariage, il peut avoir envie de toi, avoir envie d'avoir des rapports sexuels avec toi, pareillement toi, et c'est dans le mariage que vous allez vivre cet épanouissement ensemble et pas en dehors du mariage. C'est important de le savoir avant de se marier. Et ensuite, laissez Jésus être le centre de votre foyer. La vie chrétienne ne se limite pas seulement à aller à l'église ou avoir l'apparence d'un couple heureux à l'église. Donc, il faut se dire que Jésus doit être le centre aussi de votre foyer. C'est à lui que lorsque vous avez des difficultés qui vous dépassent, même si vous n'avez pas les difficultés, vous devez créer cette cellule-là où vous priez ensemble, vous louez ensemble, vous méditez la parole de Dieu ensemble, vous vous mettez à genoux ensemble pour prier pour vos projets. Il faut savoir que votre foyer est bâti sur le roc, donc sur Jésus, et que la corde à 3 fils se rompt difficilement parce que Jésus est le centre du foyer. Ça veut dire que si les tempêtes vont souffler, Jésus est là et la maison ne va pas s'écrouler. Donc il faut bâtir sur Jésus. Donc Jésus doit être le centre du foyer. La vie chrétienne, je le rappelle, ne se limite pas seulement à aller à l'église le dimanche. C'est aussi à la maison. Le témoignage que la femme a, le témoignage que le mari a. C'est important. Alors, j'ai parlé de ça. Donc on arrive à la fin de ce que j'aimerais vous dire pour faire le récapitulatif du gâteau, parce qu'on a parlé de beaucoup d'ingrédients qui constituent le gâteau. Le fait, donc je reviens de dire, le fait d'être amoureux ne suffit pas pour bâtir un mariage satisfaisant. Les sentiments sont importants, mais ils constituent la cerise sur le gâteau. Donc, je fais un récapitulatif des points que j'ai dit. Il est important de réfléchir donc sur vos convictions sur le plan spirituel, les intérêts sur le plan intellectuel et culturel, les affinités sur le plan relationnel, quel type de relation votre futur mari a ou toi, quel type de relation tu as, sur tes valeurs, sur la vision de la vie, sur le but que vous avez, que vous poursuivez ensemble, sur votre compatibilité. Et c'est ça que les gens oublient, la compatibilité de deux personnes. Au niveau spirituel, donc l'unité, au niveau intellectuel, dans le sens de conversation, au niveau moral, donc les valeurs, au niveau social, les choix des amis, quel genre d'amis vous avez, au niveau culturel, votre façon de réagir, aussi votre maîtrise de soi. Tout ça, vous devez parler et quand vous marchez ensemble avant de vous marier. Vous devez être d'accord sur la compatibilité avant de vous marier. C'est pas dans le mariage qu'on cherche à connaître comment la personne, quelles sont les valeurs morales de la personne. C'est avant de se marier. C'est pas dans le mariage qu'on cherche à savoir si la personne elle est spirituelle ou si elle prie Jésus ou si, voilà, c'est pas dans le mariage, c'est avant de se marier. C'est pas dans le mariage que tu dois en fait te dire, au fait, quel genre d'amis tu as? Quels sont tes amis? Non, 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 c'est avant de te marier, tu dois savoir le choix de ses amis. Donc, toutes les choses que je vous ai données ce soir, comme j'ai dit au départ, constituent le gâteau de la préparation avant le mariage. Et donc, pour que ce gâteau soit bon, soit très moelleux et délicieux à manger tous les jours, même si parfois ça peut provoquer parfois quelques petites intoxications, c'est le fait que vous vous soyez mis d'accord sur tous ces aspects-là. Il y en a d'autres, mais j'ai choisi vraiment de vous partager ceci ce soir
pour pouvoir vous aider avant de vous marier. Et donc, je reviens à dire, tout dépend de qui tu es au départ, qui tu es, la vision que Dieu t'a donnée, ta destinée, ton identité, ta personnalité. Ensuite, quand tu rencontres la personne, vous devez savoir connaître votre compatibilité, savoir quelles sont ses valeurs, quelles sont ses convictions sur le plan spirituel, sur le plan culturel, le choix de ses amis, la maîtrise de soi, les valeurs morales, etc. Donc ça, c'est avant de se marier, sur le plan de l'argent, sur le plan de sexe, sur le plan etc. Donc tout ça, c'est avant de se marier. Et lorsque vous rentrez dans le mariage et que vous vous êtes mis d'accord sur ces principes-là, ce sont ces principes, en plus de Jésus, qui bâtissent votre foyer. Et si vous rentrez dans le mariage avant d'avoir établi tous ces principes-là, vous bâtissez sur des sentiments qui, parfois, peuvent disparaître pendant un mois. Parfois, tu ne ressens plus. C'est-à-dire, tu es là, tu ne ressens plus forcément quelque chose. Alors que si tu as fait le choix de l'aimer et que vous avez mis ces principes-là en avant, vous bâtissez sur des valeurs solides. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir. J'espère que ça vous a aidé. Alice, je te rends la parole. Merci.